Bienvenue à ce webinaire Identifier le potentiel d'innovation sociale d'un projet. Mon nom est Marie-Chantal Paquette, je suis directrice du Réseau québécois Innovation sociale. Ce webinaire vise à présenter la grille de caractérisation d'un projet à potentiel d'innovation sociale. Il s'agit d'un projet d'outils développés dans le cadre du projet Outils d'évaluation et d'innovation sociale. Il a été mis sur pied afin de mieux répondre aux besoins des organisations porteuses de projets d'innovation sociale et toutes celles qui les soutiennent. Son but a été de créer des outils d'évaluation qui permettent de comprendre ce que sont les innovations sociales, de favoriser des projets qui visent à les faire progresser et d'identifier les meilleurs moyens pour les soutenir. Ce projet-là a été financé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, porté par Humanovis et coporteur avec le TIS, le CETREC et le RQIS. On a eu aussi la collaboration d'une trentaine de partenaires de l'écosystème à travers le Québec pour la co-construction des outils. C'est un premier webinaire d'une série de 3 webinaires qu'on va vous présenter ces outils-là. Et puis, les outils sont sur le site web du RQS, ainsi que tous les webinaires vont être enregistrés et vont être mis sur le site web aussi. Je laisse maintenant la parole à Andréane Paquette d'Humanovis, qui va être votre animatrice. Alors, je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour tout le monde, bienvenue et merci d'être présent et présente en si grand nombre. Donc, Andréane Paquet d'Humanovis. Je vais commencer par des petits détails techniques. Donc, comme vous pouvez le constater, le webinaire est enregistré. Et comme c'est en mode webinaire, nous, les panélistes, ne pouvons pas voir ni vos caméras, ni en fait vous entendre avec votre micro. Donc, dans la période des questions, ce qu'on va vous demander, c'est d'écrire vos questions dans la section, donc questions et réponses que vous voyez dans le menu Zoom en bas de l'écran. Donc, vous pouvez utiliser le chat. D'ailleurs, je vois que plein de gens ont déjà commencé à se saluer. On vous salue d'ailleurs. Mais n'écrivez pas vos questions là parce qu'on ne va pas les prendre en considération. Il faut vraiment utiliser l'outil questions et réponses. Donc, bien sûr, avant de passer aux questions, on va passer à nos présentations. On aura 2 intervenants aujourd'hui. Donc, le premier, David Lontin, va nous présenter l'outil de grille de caractérisation d'une innovation sociale. Et ensuite, je vais céder la parole à Mélanie Bisson de la Maison de l'innovation sociale, qui, elle, va nous parler plus du processus et puis des questions et des réflexions que la co-création des outils a suscité. Donc, je vais présenter tout d'abord David. Donc, David est docteur en sciences politiques de l'Université d'Ottawa, où il a aussi enseigné à titre de chargé de cours. Donc, depuis 2008, il travaille comme assistant et professionnel de recherche à l'UQAM avec diverses instances de recherche, dont le CRIS, qui est le Centre de recherche en innovation sociale. Donc, David, à toi la parole. Merci, Andréane. Donc, comme ça a été dit en début de webinaire, aujourd'hui, on m'a demandé de vous présenter la grille de caractérisation d'un projet potentiel d'innovation sociale. En fait, cette grille-là, elle a été conçue dans le cadre d'un projet qui a été présenté brièvement par Marie-Chantal au début sur les outils d'évaluation d'innovation sociale. Donc, ce midi, ce que je vais faire, je vais commencer par partager premièrement ma présentation. Donc, ce que je vais faire ce midi, c'est essentiellement vous présenter le premier des outils qui a été développé dans le cadre de ce projet-là, qui a résulté d'une démarche de co-construction. On va voir ensemble, entre autres, le contexte dans le cadre duquel la grille a été développée, les objectifs qui étaient poursuivis dans le cadre de ce développement-là. Deuxièmement, on va voir un bref portrait des sources d'inspiration qui ont été à son origine et de la démarche de co-construction qui a été entreprise pour son élaboration. Troisièmement, on va voir ensemble l'organisation générale de l'outil. Quatrièmement, je vais vous montrer comment on peut utiliser la grille en donnant quelques exemples de critères qui permettent de caractériser un projet avec un potentiel d'innovation sociale. Puis, on va terminer en suggérant différents scénarios d'utilisation possibles selon les types d'acteurs ou les buts qu'ils peuvent poursuivre. Donc, commençons par un bref survol du contexte qui a mené au développement de la grille. Au Québec, dans les dernières années, les acteurs de l'écosystème de l'innovation sociale ont exprimé à plusieurs reprises le besoin de développer des outils pour évaluer les innovations sociales qui soient mieux adaptés aux besoins des organisations qui les mettent en œuvre.
que ce soit des organismes qui supportent financièrement les organisations ou qui les accompagnent, ou bien des instances gouvernementales qui les encadrent, notamment à travers les politiques publiques. Donc, ce besoin-là est exprimé à plusieurs reprises, comme je le disais, notamment lors de la grande rencontre du Centre de liaison sur l'intervention et la prévention psychosociale en 2013, avant son changement de nom, d'une consultation réalisée par le Réseau québécois en innovation sociale en 2014, de consultations menées par le ministère de l'Économie en amont de la rédaction de la SQRI de 2016-2017, d'une consultation pan-canadienne par Social Innovation Canada en 2018 et de la mission Québec-Ontario en innovation sociale du ministère de l'Économie et de l'Innovation en 2019. Donc, antérieurement au projet, ce besoin-là va être exprimé à plusieurs reprises. C'est donc ce qui a mené au lancement du projet à l'automne 2020, qui est financé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation et porté conjointement par Humanovis, le RQS, le CETREC et le TIES, en collaboration avec divers autres partenaires. De l'hiver à l'automne 2021, une revue de littérature et des pratiques en matière d'évaluation des innovations sociales a été menée. Dans ce cadre-là, on a consulté des représentants de 18 organismes lors de 6 groupes de discussion pour mieux saisir leur rôle de soutien et les pratiques d'évaluation dans le cadre des projets socialement innovants qu'ils pouvaient porter. Ces groupes de discussion ont aussi été l'occasion, en fait, de recueillir les attentes des acteurs de l'écosystème de l'innovation sociale au Québec en matière d'outils, tant concernant leur contenu que leur format. Donc, sur cette base-là, en novembre 2021, une première présentation des résultats de la recension a été faite auprès des partenaires et des participants du projet, qui ont été aussi consultés sur différentes propositions d'outils. C'est dans ce cadre-là qu'après la publication de la revue littérature qui a résulté de ce processus en janvier 2022, on a lancé 2 groupes de discussion. De février à mai 2022, une trentaine de représentants d'organismes se sont réunis lors de 10 ateliers pour co-construire les 5 outils qui ont été élaborés dans le cadre du projet. Enfin, en septembre dernier, là, ça vient tout juste de se produire, les outils ont été officiellement présentés, ce qui a marqué, à vrai dire, la fin du projet. Donc, les 5 outils développés comprennent une grille de caractérisation d'un projet avec un potentiel d'innovation sociale que l'on va voir aujourd'hui, un schéma du cycle de vie d'une innovation sociale qui permet d'illustrer les différentes étapes par lesquelles peut passer un projet d'innovation sociale, une grille d'évaluation du niveau de maturité d'un projet avec un potentiel d'innovation sociale qui doit aider les personnes à déterminer à quelle étape du développement d'une innovation sociale se situe le projet qu'elles veulent analyser, un tableau sur les approches évaluatives en fonction du niveau de maturité du projet, qui donc vise à guider les utilisateurs dans le choix d'une approche d'évaluation qui serait adaptée au projet en fonction de l'étape où le projet est rendu. Et enfin, un glossaire qui permet de clarifier les termes qui sont employés dans les différents outils développés, mais aussi de développer un langage commun aux acteurs de l'écosystème de l'innovation sociale. Par contre, comme je le disais antérieurement, aujourd'hui, on va uniquement se pencher sur le premier outil. Donc, quel est l'objectif de cet outil? En fait, la grille de caractérisation, elle vise à permettre d'identifier si un projet a le potentiel de devenir une innovation sociale. L'outil devrait généralement être utilisé en début de parcours, par exemple lors de la planification ou de la conception d'un projet. Il peut aussi être utilisé par des organismes, tant par des organismes qui sont porteurs des projets, des organismes de liaison de transfert ou des firmes de consultants qui les accompagnent, que par des bailleurs de fonds qui voudraient, par exemple, évaluer le potentiel d'un projet. Comme la grille vise à permettre d'identifier si un projet a un potentiel d'être une innovation sociale, et ce, avant même sa mise en œuvre, les critères qui s'y retrouvent, en fait, permettent surtout d'évaluer le potentiel plutôt que dans le fond, ils visent davantage à les visées du projet que leur réalisation effective. Donc, ces critères-là aussi doivent être considérés comme des guides qui servent d'aide-mémoire, de pistes de réflexion ou de questionnement en amont d'un projet et qui peuvent servir éventuellement à le bonifier plutôt que des normes contraignantes ou des exigences qu'il faudrait respecter.
La grille vise à fournir des critères du potentiel d'innovation sociale commun pour tous les acteurs de l'écosystème de l'innovation sociale au Québec. Étant donné la variété des projets et des rôles qui peuvent être joués par les utilisateurs potentiels de la grille constitue essentiellement une base commune qui peut évidemment être adaptée en fonction des secteurs d'activité, des objectifs poursuivis ou des rôles qui sont joués par les différents organismes pour refléter les spécificités des projets qui sont évalués. Avant de passer à la présentation comme telle de l'outil, j'aimerais expliquer la façon dont il a été conçu. Donc, comme je le disais antérieurement, de février à mai 2022, une trentaine de représentants d'organismes de l'écosystème de l'innovation sociale québécois se sont réunis durant 10 ateliers pour construire les 5 outils élaborés. 2 groupes de travail distincts ont été en fait mis sur pied en fonction des intérêts des différents participants et participantes. Le premier groupe de travail, qui s'est réuni à 4 reprises, avait pour objectif de développer la grille de caractérisation dont on parle aujourd'hui et de réfléchir sur le glossaire qui doit informer sur les termes employés dans les différents outils développés. En plus des 4 coporteurs du projet, le groupe comprenait différents représentants d'organismes qui œuvrent dans le domaine, notamment d'Axelis, du Centre d'études des conditions de vie et des besoins de la population, du Centre d'études en responsabilité sociale et éco-citoyenneté, de l'Esplanade, du chantier de l'économie sociale, de la Fondation Lucie-André Chagnon, de Innoweave, de la Maison de l'innovation sociale, du ministère de l'économie et de l'innovation, du Réseau québécois d'innovation sociale et de la Table nationale des corporations de développement communautaire. En préparation des ateliers de co-construction, une promotion de la grille a été faite qui devait servir de point de départ des réflexions collectives par les participants. Cette première version s'inspirait des principales caractéristiques d'une innovation sociale qui avait été identifiée dans la recension des écrits réalisée en 2021. Les caractéristiques tenaient compte de la diversité des définitions de l'innovation sociale qui existent dans la littérature scientifique actuelle, tout en accordant une place particulière aux définitions qui sont utilisées par les acteurs de l'écosystème québécois et qui font relativement consensus. Enfin, elle visait aussi à synthétiser des éléments qui étaient nommés par des participants au groupe de discussion, entourant leur compréhension de ce qui constitue une innovation sociale et d'outils internes aussi d'évaluation qui nous avaient été partagés par certains d'entre eux. Pour élaborer les différents critères ou les indicateurs qui permettent d'évaluer si un projet correspond à ces caractéristiques, d'autres grilles ont aussi servi de source d'inspiration, notamment la grille de caractérisation des innovations sociales produite par la VISE, les capteurs de l'innovation sociale de l'Institut Jean-Baptiste Godin et la grille de référence sur l'innovation sociale de la Table nationale des corporations de développement communautaire. Cette première version a ensuite servi de document de travail initial au sein du groupe de travail qui a co-construit l'outil au cours d'une série d'ateliers pour aboutir à sa version actuelle finale. Lors des ateliers, les participants ont retravaillé donc le contenu, la formulation, la priorisation et l'organisation des éléments de la grille et ont aussi réfléchi à ces usages possibles dans leur organisation. Entre chaque atelier, les propositions faites par le groupe de travail étaient intégrées à l'outil en développement, puis étaient retravaillées à l'atelier suivant par l'ensemble des participants. Les termes employés dans l'outil, comme dans les autres outils, aussi intégrés au fur et à mesure au glossaire, puis discutés lors d'un atelier. Donc, tout ce travail de co-construction a mené à la grille de caractérisation dans sa version actuelle. Donc, 2 versions en fait de la grille ont été produites, soit une version détaillée et une version abrégée ou synthétique. Dans la version détaillée, pour faciliter l'évaluation, chacun des critères est accompagné d'un ou de 2 indicateurs qui sont suggérés, qui permettent d'observer concrètement dans les documents du projet ou dans les pratiques des porteurs ou des parties prenantes des indices que le projet répond aux critères. Les indicateurs sont de nature qualitative et peuvent en général être répondus par un simple oui ou non, comme dans une liste de vérification. Par contre, chaque critère est assorti d'une colonne note qui doit servir à décrire qualitativement les éléments du projet qui permettent de répondre à ce critère-là. Cette colonne permet d'apporter des nuances, de mieux caractériser en quoi le projet évalue un potentiel d'innovation et donc de le documenter. Finalement, certains éléments de la grille ont été jugés plus facultatifs par les participants aux ateliers parce qu'elles reflètent notamment plus des bonnes pratiques
Mais il faut dire que le choix final concernant le caractère essentiel ou non revient en fait à chacune des personnes qui vont utiliser la grille en fonction de leur contexte. De son côté, la version abrégée contient uniquement les caractéristiques et les critères. Donc, c'est une version simplifiée qui permet en fait de servir à des fins de communication, de présentation de la grille, si on ne veut pas rentrer dans son application comme telle. Donc, maintenant, passons à l'organisation des différentes parties de l'outil. La grille contient en fait 15 caractéristiques qui sont organisées en 3 dimensions distinctes. La première dimension que vous voyez à l'écran, qui porte sur la nature du projet, a différentes traite de différentes caractéristiques et critères. Premièrement, de l'objectif du projet et de la manière dont il entend répondre à une aspiration, à un besoin ou un problème social qui serait non résolu. Du caractère novateur du projet, la façon dont il prévoit transformer les pratiques habituelles des porteurs ou du milieu preneur, et puis de la cohérence de l'hypothèse de solution qui est avancée ou proposée, c'est-à-dire si elle est adaptée au problème, aux besoins ou à l'aspiration auquel elle doit répondre. La seconde dimension traite du processus du projet. Elle aborde les questions des porteurs du projet et évidemment de leur complémentarité avec les acteurs du milieu preneur, de l'ancrage social du projet dans un milieu preneur qui sera interpellé, engagé ou mobilisé par les porteurs du projet. Aussi des ressources identifiées ou qui seront mobilisées pour assurer sa réalisation, de la dynamique d'action collective du projet qui implique la collaboration d'une diversité de parties prenantes à différentes étapes du projet, de l'implication des usagers et des parties prenantes dans la délibération ou la prise de décision, et ce, encore une fois, à différentes étapes du projet, de l'inscription du projet dans un processus d'expérimentation et d'apprentissage collectif, de la planification d'activités qui vise à assurer l'appropriation des nouvelles pratiques par les milieux preneurs, et enfin de la stratégie de diffusion et d'institutionnalisation de ces nouvelles pratiques. La dernière section ou dimension de l'outil porte sur les impacts sociaux qui sont visés par le projet, qui sont d'une part jugés positifs par les parties prenantes ou permettent d'éviter des impacts qui, eux, sont jugés négatifs, qui visent à faire bénéficier à la diversité des parties prenantes des biens ou des services, et ce, de manière inclusive, qui visent à produire des impacts durables et finalement à produire à long terme une transformation des rapports sociaux, une forme de transformation sociale. Donc, pour chacune de ces différentes caractéristiques, un ou 2 critères sont énoncés qui permettent d'évaluer si le projet répond à cette caractéristique. Pour illustrer concrètement la façon dont on pourrait utiliser la grille, je vais prendre quelques exemples de critères et les appliquer à un projet fictif. Donc, par exemple, dans le critère 1.1, on cherche à savoir si une aspiration, un besoin ou un problème non répondu ou non adéquatement répondu et l'hypothèse de solution proposée ont été explicitement identifiées au sein du milieu preneur par les porteurs du projet. Donc, pour vérifier si le projet répond à ce critère-là, l'indicateur suggéré propose de vérifier si le projet s'appuie sur de la documentation ou sur des consultations par les porteurs du projet pour identifier une aspiration, un besoin ou un problème qui serait non répondu ou non adéquatement répondu au sein du milieu preneur, et donc pour formuler aussi une hypothèse de solution. Pour évaluer le critère, je peux donc consulter les documents du projet et vérifier si on identifie des aspirations, des besoins ou des problèmes auxquels on vise à répondre. Ensuite, je peux vérifier si le projet explique en quoi ces besoins, ces problèmes, ces aspirations ne sont pas répondus ou non adéquatement répondus dans les pratiques actuelles du secteur dans lequel je me trouve. Je peux ensuite vérifier aussi si des consultations ont été menées par les porteurs du projet auprès du milieu preneur pour identifier si ces aspirations, besoins ou problèmes ou si la documentation, par exemple, identifie ces besoins, problèmes. Par exemple, si des études ont été réalisées au sein du milieu preneur. Une dernière démarche qui peut être entreprise, c'est de vérifier si le projet formule une hypothèse de solution et si cette hypothèse-là est elle-même appuyée sur de la documentation ou bien sur des consultations auprès du milieu preneur.
Donc, si je réponds oui à l'ensemble de ces éléments-là, le projet répond à ce critère-là et je peux noter les différents éléments qui viennent appuyer ma réponse dans la colonne notes. Je vais prendre un deuxième exemple qui est lié à la fois au processus, qui est lié cette fois plutôt au processus. Donc, le critère 4.4 cherche à savoir si le projet est explicitement porté par un acteur ou une actrice ou un collectif d'acteurs, et aussi s'il est complémentaire avec les acteurs ou les actrices du milieu preneur, et donc s'il y reçoit des appuis. Donc, l'indicateur qui propose de vérifier si les documents d'orientation du projet identifient les porteurs ou les porteuses du projet, leur rôle et leur rapport respectif, et si on y démontre aussi leur complémentarité avec les acteurs ou actrices du milieu preneur, notamment à travers des appuis reçus. Donc, une façon de vérifier ce critère-là, c'est de consulter les documents d'orientation du projet et d'identifier les porteurs du projet, la description de leur rôle, leur rapport respectif, et de voir si on y décrit en quoi ils sont complémentaires aux acteurs qui sont déjà actifs dans le milieu preneur. On peut aussi vérifier si le projet a reçu des appuis des acteurs impliqués dans le milieu, par exemple par des lettres d'appui, des déclarations publiques dans les médias, des déclarations lors de consultations, des ententes de collaboration, etc. Donc, la grille de caractérisation d'un projet avec un potentiel d'innovation sociale peut en fait servir à différents usages, comme je le disais au départ, selon le projet, le secteur d'activité ou le rôle que jouent ces différents utilisateurs. Donc, en tenant compte des différentes formes de soutien à l'innovation sociale qui existent au Québec, on peut au minimum différencier 4 scénarios d'utilisation différents. Premièrement, la grille peut être utilisée par des porteurs de projets pour évaluer si le projet qu'ils mènent a un potentiel d'innovation sociale. Elle pourrait servir, par exemple, à évaluer ce potentiel lors du démarrage du projet et déterminer si le projet est prêt à être lancé. Elle peut servir aussi à identifier et approfondir la compréhension des bonnes pratiques du projet qui apparaissent porteuses d'innovation sociale, à identifier des éléments du projet qui pourraient être renforcés pour favoriser l'innovation sociale, ou bien à déterminer si le projet pourrait être admissible à une forme de soutien à l'innovation sociale, que ce soit sous forme financière ou d'accompagnement. Deuxièmement, la grille peut être utilisée par des organisations qui accompagnent les porteurs de projets dans leur mise en œuvre, par exemple des firmes de consultants ou des organismes de liaison et de transfert. La grille pourrait alors servir à planifier des activités de transfert qui favorisent l'appropriation de nouvelles pratiques proposées par un projet par le milieu preneur, ou bien à appuyer l'organisme à mettre en place les conditions favorables à sa réussite, notamment, par exemple, en identifiant les bonnes pratiques qui sont déjà en place ou en travaillant sur les éléments qui pourraient être renforcés pour favoriser l'innovation. Troisièmement, la grille peut être utilisée par des bailleurs de fonds, dont le programme de financement vise, par exemple, à appuyer des projets socialement innovants. Elle pourrait donc inspirer des critères de sélection des projets pour choisir les projets auxquels un financement va être octroyé. Par contre, il faut toujours souligner que la grille ne constitue pas des normes ou des exigences et donc que son utilisation doit demeurer flexible et s'adapter aux projets qui sont évalués pour éviter de normaliser les pratiques. Elle pourrait aussi inspirer les évaluations des projets qui sont déjà en cours de réalisation. Un dernier scénario d'utilisation, c'est l'utilisation de la grille, surtout dans sa version synthétique, pour servir à des organismes qui font de la représentation auprès des pouvoirs publics ou par les pouvoirs publics informer ou communiquer sur ce qui caractérise un projet socialement innovant. Donc, c'est un bref survol de l'outil qui a été développé. C'est ce qui termine en fait ma présentation d'aujourd'hui. Évidemment, par la suite, il va y avoir une période de questions et de commentaires, puis il va me faire plaisir d'y répondre. Donc, je vais repasser la parole à Andréane pour la suite des choses. Merci beaucoup, David. C'est tout un travail de passer en revue cet outil qui est quand même assez costaud. Puis merci encore une fois pour tout le travail qui a été réalisé là, de ton côté pour ce faire. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Mélanie Bisson, qui est conseillère principale en développement des relations avec l'écosystème à la Maison de l'innovation sociale, qui, elle aussi, a participé donc à la co-construction de la grille. Donc, Mélanie, qui est impliquée depuis 2013 là, dans l'écosystème de l'innovation sociale québécois et canadien, qui en connaît bien les rouages et qui a été une des participantes au groupe de co-construction. Donc, Mélanie, je te cède la parole.
Merci, Andréane. Bonjour tout le monde. Merci, David, aussi. Ça me fait très plaisir d'être là. Je ne vous vois pas. Je sais que vous êtes là. On est 41 dans cette salle. Pour moi, c'est fabuleux. C'est un signe que ce projet-là et ces outils-là ont une grande pertinence. C'est un outil aussi pour se doter d'outils qui peuvent nous aider un peu à formaliser la pratique de l'innovation sociale dans notre Québec. Puis, je pense que le mode co-construction de l'outil avec l'ensemble des organisations qui ont contribué est un signe de ça aussi. Pour moi, contribuer à ces réflexions-là avec beaucoup d'autres organisations qu'on connaît, d'autres qu'on connaissait moins, a vraiment été super riche. On est vraiment dans le domaine, je dirais, de l'alignement des idées, du développement du fameux langage commun. Puis on est capable de capturer ça à travers certains outils. Donc voilà, c'est très positif. Pour moi, comme le disait Andréane, ça fait un bout de temps, là, ça fait longtemps au RQIS, entre autres, que c'est un projet là, qui est mis de l'avant. Alors, l'aboutissement est vraiment très positif pour moi. Je ne peux pas ajouter grand-chose à ce que tu viens de dire, David. Je pense que tu as fait vraiment un gros tour de roue sur cet outil-là. J'aurais envie d'insister sur le fait qu'un outil comme ça, pour moi, ce n'est pas juste un outil qui va nous permettre de mieux identifier des initiatives qui ont un potentiel d'impact social ou d'impact environnemental, qui ont un potentiel d'innovation sociale dans l'écosystème. C'est aussi un outil qui peut nous guider dans la mise en place de solutions qui vont rassembler les conditions gagnantes, en fait. Comment on fait vraiment pour innover socialement? Il y a certains critères. Puis je pense qu'il y en a plusieurs qui se retrouvent dans cet outil-là. À la MIS, donc à la Maison de l'innovation sociale, des gens qui ne connaissent pas l'organisation, on est une organisation qui accompagne des initiatives et on accompagne particulièrement des initiatives d'innovation sociale qui sont vraiment à un stade précoce de développement. Donc, des initiatives en émergence qui ont un peu passé le stade d'idéation, mais qui n'ont pas trouvé encore une solution. Clairement, la solution n'est pas cannée. Ils sont vraiment en mode expérimentation. Alors, comment on fait pour choisir ces initiatives-là? Outre des critères de thématique, on se positionne sur la transition socio-écologique, mais comment on fait quand, par exemple, dans l'incubateur civique, vous avez peut-être vu des messages circuler en ce moment, on est en appel à projet, je pense que ça va être la 8e cohorte. Comment on fait pour sélectionner des projets puis pour voir le potentiel d'impact social environnemental dans ces projets-là quand ils sont à un stade de développement si précoce? On se dote d'outils. Donc, on a la MIS à l'intérieur de l'équipe, toutes les conversations qu'on a eues jusqu'à dans le cadre de cette démarche-là, on nourrit notre perspective, on nourrit nos réflexions, évidemment, sur comment on peut choisir les projets qu'on accompagne. Puis là, je refais référence à ce que David mentionnait tantôt. On s'attend à des critères qui sont en lien avec les individus, donc les porteurs de projets, avec la gouvernance, avec l'impact, avec les ressources, etc. Donc, on se retrouve vraiment dans un outil comme ça. On y a à la fois contribué, puis l'outil va contribuer aussi à nos réflexions. Donc, je pense que c'est extrêmement utile. Puis, je pense que je le vois aussi de deux manières, c'est-à-dire c'est un outil, surtout quand on parle d'émergence d'innovation sociale, qui peut nous aider à détecter des signaux faibles. Qu'est-ce qui nous dit vraiment qu'il y a un potentiel dans une innovation sociale qui est en train de se mettre en place? Et je pense qu'il faut vraiment être attentif à ce genre de signaux faibles-là. Et aussi, je le vois comme un outil dynamique. Donc, tu faisais référence, David, à une utilisation flexible d'un outil comme ça. Pour moi, je pense que ça devrait être en lui-même un objet d'expérimentation entre les acteurs de l'écosystème pour voir comment on peut l'améliorer, ça donne quoi quand on le met à l'essai dans différents contextes, puis comment on va le faire évoluer ensemble, cet outil-là, pour qu'on continue de s'aligner pour s'entendre, en fait, puis se comprendre quand on parle aussi d'innovation sociale, puis de potentiel d'innovation sociale. Donc voilà, merci beaucoup pour cette démarche-là, puis j'ai très hâte de voir les suites. Bien, merci à toi, Mélanie. Donc, sur ces paroles, on va passer aux questions. Donc, on en a quelques-unes déjà qui sont entrées. Donc, je vais les lire
Et je vais donner la parole à David ou même toi, Mélanie, si tu veux y répondre. Donc, la première question nous vient de Nina Mombo, qui te remercie d'ailleurs, David, pour une présentation très claire. Donc, sa question, c'est quelle est la spécificité de cet outil par rapport aux outils qui sont déjà existants? Mais une des choses qu'il faut prendre en compte, c'est que certains outils ont été développés, mais je dirais dans des contextes extérieurs au Québec. Donc, je mentionnais des grilles qui nous ont servi de source d'inspiration, notamment la grille d'Avise ou la grille, les capteurs d'innovation sociale de l'Institut Jean-Baptiste Godin, qui sont développés essentiellement dans un contexte français. Au Québec, il y a eu une tentative d'adaptation de ces capteurs d'innovation sociale, justement par un des partenaires ou un des participants au projet, la TAM nationale des corporations, voyons, je demande mémoire, la TAM nationale des corporations de développement communautaire, excusez-moi. Donc, il n'existait pas d'outils, du moins communs aux différents acteurs de l'écosystème de l'innovation sociale au Québec qui visait à caractériser le potentiel d'innovation sociale d'un projet. Les différents acteurs ont des outils internes à leur organisation qui sont, à mon avis, la plupart du temps, centrés aussi sur ce qu'ils font, ce qui est tout à fait logique. Mais là, on a un outil qui vise à essayer de partager entre les expertises des différents partenaires du projet qui font partie de l'écosystème pour former un outil qui serait commun et qui pourrait être réutilisé par ces acteurs-là, mais aussi faire connaître un peu la question de l'innovation sociale au-delà des acteurs qui sont déjà en place. Je ne sais pas si ça répond à la question. Simplement l'écrire si s'il y a des précisions supplémentaires à apporter. Voilà. Donc, est-ce que je vois? Ça a très bien répondu, d'ailleurs. Merci, David. Donc, la de Linda Binas qui demande est-ce que la grille permet de mesurer si le projet apporte une solution nouvelle? Parce que besoin de répondu ne nous assure pas du fait que cette réponse est une réponse qui est innovante par rapport à la réponse à des besoins plus ou moins similaires. Oui, en fait, dans la grille, la caractéristique 2 porte sur le caractère novateur du projet, donc la rupture avec les pratiques habituelles du milieu preneur. Je peux vous lire le critère. Le critère dit que l'hypothèse de solution qui est proposée prévoit de transformer les pratiques habituelles des porteurs du projet et ou du milieu preneur. Là, il y a un indicateur qui est associé à ça. Donc, effectivement, le caractère novateur est pris en compte dans la grille. C'est un incontournable lorsqu'on parle d'innovation sociale. Parfait, merci. Donc, une autre question nous vient d'Annie Chamberlain d'Axelis. Donc, elle demande, est-ce qu'il y a un ratio significatif de oui versus non qui permet d'indiquer le projet comme ayant un potentiel? Ce n'est pas une réflexion qu'on a eue dans les ateliers de co-construction ni dans le petit comité de travail qui travaillait sur le développement de l'outil. J'ai une opinion personnelle là-dessus que je peux partager. À mon avis, l'outil, comme je l'ai dit, il doit demeurer flexible. Puis ça vise surtout à susciter des réflexions plutôt qu'à établir des normes, des exigences très strictes où on départagerait les critères, les projets en fonction de s'ils ont tant de oui ou tant de non. Ce qui est utile, c'est surtout de pouvoir identifier où on trouve des faiblesses et où on trouve des points positifs, puis vouloir travailler sur ces différents éléments-là pour bonifier les projets. À mon avis, c'est comme ça qu'il faut le prendre davantage. Mais évidemment, comme je dis, comme ça peut être utilisé de façon flexible, les différents organismes qui vont utiliser la grille pourraient très bien décider d'évaluer en fonction d'un certain nombre de critères qu'ils jugent plus pertinents, puis de vérifier si ces critères-là sont respectés ou pas. Donc, il n'y a pas un ratio qui a été établi au préalable, mais ça pourrait être fait éventuellement si l'organisme est intéressé à utiliser la grille dans ce sens-là. Parfait. Oups. Donc, je vous invite à écrire vos questions. Il nous restait une dernière question, dans le fond, qui nous demandait si les outils seront disponibles éventuellement en anglais. Donc, pour le moment, ce n'est pas malheureusement envisagé, mais
on l'a peut-être dit un peu là, en introduction, c'est un projet auquel on voudrait voir des suites. Et bien entendu, on va espérer que les outils soient appropriés, soient utilisés, mis au jeu. On veut obtenir aussi les rétroactions là, des personnes qui les auront utilisés. Donc, éventuellement, c'est le souhait des personnes autour de la table que le projet se poursuive au-delà là, des webinaires maintenant et dans le futur. Ultimement, peut-être, ça pourrait être en anglais, mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui a été considéré. Donc, pour l'instant, j'ai une autre question qui vient d'arriver. Donc, Claire Dubé, du Collège de Rosemont, qui nous demande, qui dit qu'elle est chercheuse au CRC depuis quelques mois sur des projets autochtones. Elle se demande si on a réfléchi à des critères d'évaluation ou une grille qui s'applique au contexte autochtone. Pour l'instant, ça n'a pas été fait, mais comme je l'ai dit, l'idée, puis ça a été suggéré d'ailleurs par Mélanie, hein, l'idée, c'est de tester la grille par les différents acteurs qui sont intéressés à son utilisation et de l'adapter aux différents contextes. Puis je crois quand même qu'une bonne pratique lorsqu'il est question de développer des outils en contexte autochtone aussi, c'est d'inclure les différentes parties prenantes qui viennent des milieux autochtones dans les réflexions directement de l'outil et on n'avait pas de participants provenant des différents milieux autochtones. Mais je pense que ce serait une chose excellente à faire pour pouvoir justement s'assurer que l'outil soit applicable et utile pour les différents intervenants, notamment en milieu autochtone. Je peux faire du pouce sur la réponse de David. Je suis complètement d'accord avec toi, David. Puis, tu sais, je pense que je suis épatée par la mobilisation qui s'est faite autour de cette démarche-là. En même temps, ça demeure un échantillon de toutes les personnes, les organisations contributives dans l'écosystème d'innovation sociale au Québec. Puis l'idée, c'est vraiment de pouvoir élargir, je pense, dans le futur, ce serait mon souhait personnel, élargir la discussion pour amener d'autres perspectives, la perspective autochtone, bien sûr, mais vraiment une diversité de perspectives. Puis je suis certaine qu'on pourrait non seulement avoir des surprises, mais surtout vraiment enrichir cette réflexion-là, puis en accroître l'adoption, pas pour en accroître l'adoption, que ça soit de plus en plus pertinent, que ça soit vraiment, vraiment utile. Une super bonne question. En effet, merci à vous deux. On nous demande si on offre un soutien pour l'appropriation des outils. Donc, en fait, je répondrais que les webinaires, donc celui-ci et les deux prochains, étaient vraiment dans cet esprit-là là, de mieux favoriser en fait l'appropriation, mieux expliquer les outils. Mais il n'y a pas de soutien là, qui est offert de façon personnalisée. Ensuite, j'ai une question de Valérie Bélanger qui dit, bon, merci pour la présentation. Est-ce que le potentiel d'institutionnalisation de projets d'innovation sociale a été considéré comme un critère d'évaluation? On n'a pas évalué le potentiel d'institutionnalisation, mais un critère porte directement sur, deux critères, portent sur la stratégie de diffusion et d'institutionnalisation. Donc, on a un critère qui traite plus en termes de changement d'échelle des projets. Puis un deuxième critère qui est plus sur l'institutionnalisation dans cet outil-là, c'est le critère 11.2, je peux vous le lire. C'est le projet prévoit des démarches visant à influencer les normes, les lois, les règlements ou les politiques publiques afin d'assurer une reconnaissance d'une innovation. Et puis, il y a un indicateur qui est associé à ça sur lequel je ne relirai pas. Mais effectivement, l'institutionnalisation a été prise en compte. Puis, je dirais que dans les autres outils aussi, il faut prendre l'institutionnalisation des innovations sociales dans la littérature, comme chez les participants qui ont participé au processus de co-construction, est conçu comme une phase particulière du cycle ou de vie d'une innovation sociale. Et donc, ça a été pris en compte aussi dans d'autres outils qu'on va présenter dans les prochains webinaires. Mais dans cet outil-là, on a le critère que je viens de nommer qui traite de ça, mais qui n'évalue pas le potentiel d'institutionnalisation plus que le fait qu'il y ait des démarches visant à une institutionnalisation qui ont été entreprises. Merci, David. On a une question de Michael Dubois qui nous demande si on désire obtenir une rétroaction de la part des utilisateurs de la grille et si oui, par quel canal de communication. Donc, excellente question.
Je pense qu'il y avait peut-être plusieurs personnes qui se la posaient. Donc, absolument, oui, le souhait, c'est d'obtenir de la rétroaction de toutes les personnes qui vont utiliser les outils. Donc, vous pouvez écrire, dans le fond, au RQIS, qui va peut-être centraliser toutes les rétroactions. Comme ça, on va s'assurer que tout ça est pris en compte dans de potentielles nouvelles itérations là, des outils. Donc, Marie-Chantal Paquette hoche de la tête, donc elle me dit que c'est... Elle recevra vos rétroactions avec grand plaisir. Voilà, je sais qu'il y avait quelqu'un qui a posé une question dans le chat, mais je n'y ai pas accès. Alors, je vous invite encore une fois à poser vos questions dans le canal questions et réponses. Donc, une autre question vient de Marc-André Morancy, qui est du réseau Patro. Donc, je lis son commentaire ou sa question qui dit « Au bout du compte, doit-on comprendre que dans l'avenir, les projets qui se rangent dans le oui ont plus de chances de mettre la main sur des financements, des appuis? Une fois qu'on s'est classé comme des innovations sociales, quelle porte s'ouvre? Il y a nécessairement une plus-value point de vue de la clientèle, si on le comprend bien, puisqu'on cherche à répondre mieux aux besoins et de manière durable. L'autre serait probablement le positionnement. Y a-t-il eu une réflexion des acteurs de la démarche sur les répercussions sur les non-innovations, sur le potentiel de démobilisation ou si c'est plus difficile de trouver des appuis? Mais déjà en partant, comme je l'ai dit un peu dans le processus qui a mené à la construction de ces outils-là, on a réalisé une revue de la littérature et des pratiques des différents acteurs de l'écosystème de l'innovation sociale en matière d'évaluation. Et donc, j'invite la personne à consulter, entre autres, les résultats de cette revue de littérature-là où on traite justement des enjeux éthiques, politiques et méthodologiques liés au développement d'outils d'évaluation et des impacts sur le potentiel d'innovation sociale, mais aussi sur les projets. Donc, on est tout à fait conscient du fait qu'il y a des risques, par exemple, de normalisation parfois des pratiques lorsqu'on met en place des outils d'évaluation. Puis, on est aussi conscient du fait que tout outil peut être réapproprié par des acteurs qui peuvent vouloir, dans le fond, utiliser des exigences pour considérer l'octroi de financement ou pas, puis que les innovations sociales font partie maintenant de programmes de financement par des bailleurs, tant dans les bailleurs publics que des bailleurs privés. Par exemple, je pense à différentes fondations qui peuvent financer des projets. Donc, ça fait l'objet d'une réflexion en amont des groupes de discussion pour la construction des outils. Puis on a réfléchi également avec les différents acteurs, tant des acteurs qui reçoivent du financement dans le cadre de projets innovants que des acteurs qui sont un peu à l'extérieur aussi, pas à l'extérieur, mais qui sont plus nouveaux dans l'écosystème de l'innovation sociale, puis également avec des bailleurs, des bailleurs de fonds. Donc, on a eu des réflexions, notamment sur l'utilisation des outils, les différents scénarios d'utilisation des outils. Mais on n'a pas abordé spécifiquement dans le cadre de ces groupes, ces ateliers de co-construction, les enjeux ou les répercussions qui pourraient être, par exemple, négatives en termes de financement ou des choses comme ça. Mais ça va être abordé antérieurement lors des groupes de discussion et ça a été rapporté dans la revue de littérature. Merci, David. Donc, j'ai un commentaire de Fabrice Marcoux, donc de l'ADN Fédé des télés, qui disait, bon, David disait que les webinaires mettent fin, dans le fond, au projet, mais il dit, bon, bien souvent, la fin d'un projet est le début d'un nouveau. Donc, sur quel nouveau projet et démarche de suivi de l'utilisation de celui-ci, cet aboutissement magnifique débouche-t-il? Je peux peut-être répondre, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de détails. Oui, c'est ça, on n'a pas vraiment de détails à vous donner sur la suite. C'est sûr que, comme je disais, elle est souhaitée, mais elle n'est pas encore définie. Je pense que vous pouvez surveiller certainement la page du RQS là, pour les développements de ce projet-là. Toutes les informations sur le projet sont vraiment concentrées sur la page du RQS. Donc, ce serait l'endroit à suivre. Je pense aussi, si je peux me permettre, il y a une foule d'organisations, de personnes, de consultants qui accompagnent des organisations dans
soit le déploiement de leur projet, mais aussi dans l'évaluation. On est plus dans un projet d'évaluation. Il y a des noms qui me viennent en tête qui vont peut-être pouvoir ou avoir envie de s'approprier ces outils-là puis voir est-ce qu'on peut les mettre à profit, est-ce qu'on peut continuer à les améliorer, etc. Fait que je ne sais pas là, si les organisations partenaires auront un rôle à jouer dans ce transfert-là. Je ne vous mettrai pas trop sur le spot, mais ça peut être une avenue peut-être qui peut faciliter l'appropriation dans l'écosystème. Merci, Mélanie. Donc, maintenant, on a une question de Isabelle Richard qui nous demande, qui dit « Grâce à vos super outils, une fois que nous avons choisi un projet comportant le meilleur potentiel d'innovation sociale, avez-vous ajouté une partie pour l'évaluation de sa faisabilité, donc disponibilité de financement, échéancier, capacité des porteurs, etc. » La réponse brève, c'est non. C'est-à-dire que les différents outils qu'on a développés, à la base, venaient d'une demande pour mieux arrimer les besoins ou l'évaluation des projets en fonction du cycle de vie et donc des niveaux de maturité d'une innovation sociale. Donc, l'accent n'était pas mis sur l'évaluation de la faisabilité des projets, mais plus la capacité à identifier si le projet a un potentiel et ensuite, lorsque les projets sont lancés puis avancent, être capable d'identifier à quelle étape du cycle de vie d'une innovation sociale le projet se situerait pour être mieux capable de cibler des approches évaluatives en fonction de l'étape. Et donc, que les attentes en termes d'évaluation soient aussi modulées en fonction de l'étape où le projet est rendu, lorsqu'on prend en compte le fait qu'une innovation peut prendre des décennies parfois à traverser l'ensemble du cycle qui est présenté dans la littérature. Je prends souvent cet exemple-là, comme on le reprend souvent dans la littérature et dans l'écosystème, mais les garderies populaires qui ont émergé dans les années 70 puis qui sont devenues les CPE, ne sont pas devenus une innovation sociale du jour au lendemain, ils ne se sont pas institutionnalisés non plus du jour au lendemain. Donc, pour parcourir tout le cycle d'une innovation sociale, ça peut prendre plusieurs projets, plusieurs années, voire parfois des décennies à se faire. Et ce n'est pas tous les projets non plus qui traversent l'ensemble du cycle. Donc, tout ça pour dire que l'accent était mis davantage sur être capable de mieux qualifier un projet pour savoir si oui ou non il y a un potentiel d'innovation sociale et ensuite vérifier à quelle étape il se situe pour mieux cibler les approches d'évaluation. C'était vraiment l'objectif du projet. Merci, David. Je vous invite à écrire vos questions. Il nous reste encore quelques minutes pour y répondre. Pour l'instant, je n'ai plus de questions dans la section Q&A. Je vais attendre encore quelques instants. Donc, si vous l'avez écrit dans la discussion, n'oubliez pas de le transférer dans le Q&A. Donc, Linda Binas qui nous demande, est-ce que vous proposez des pistes pour que le porteur du projet puisse juger de l'innovation de son projet? Si je me fie à votre critère, donc les documents du projet décrivent les éléments de changement envisagés avec les pratiques habituelles des porteurs du projet et ou du milieu preneur. L'innovation se mesure à partir des différentes solutions apportées par le porteur de projet lui-même ou par le milieu preneur. C'est difficile pour nous, étant donné l'objectif de construire un outil commun à une diversité d'acteurs qui ont des secteurs d'activité, des objectifs, des missions sociales très diverses, d'établir d'emblée différents champs de changement des pratiques habituelles. Dans la revue littérature, j'ai abordé en partie ce défi-là de conjuguer, puis un défi qui, à vrai dire, que tous les travaux pour développer soit des indicateurs ou pour développer des outils d'évaluation en matière d'innovation sociale ont buté sur ces défis-là, notamment le fait qu'on peut multiplier quasi à l'infini les indicateurs d'impact, par exemple, d'un projet. Parce que les projets sont très, très, très divers, sont très divers. Donc, non, on ne propose pas spécifiquement des pistes à ce niveau-là. On juge, du moins, je juge que les milieux porteurs sont les plus à même de déterminer quels sont les objectifs poursuivis par leur projet, quels sont les impacts visés et éventuellement quelles pratiques ils envisagent transformer à travers leur projet. Donc, ça m'apparaît plus flexible comme approche que de déterminer à l'avance une liste qui pourra avoir des effets normalisants par la suite.
Parfait. Merci, David. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui émergent suite à ces présentations? Je veux dire qu'il y a Isabelle Richard qui dit qui remercie David de sa réponse et qui dit souvent dans l'urgence d'agir, il y a émergence d'innovation sociale. Donc, on est bien d'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier tous et toutes pour votre présence aujourd'hui. Je vais vous inviter aussi à vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, aux 2 prochains webinaires. Donc, le prochain sera jeudi le 6 octobre, qui va porter sur le cycle de vie d'une innovation sociale que David vient de décrire brièvement. Ce sera d'ailleurs David Lontin, l'intervenant principal de la séance. Et le jeudi suivant, le 13 octobre, donc ça portera spécifiquement sur l'évaluation d'une innovation sociale. Donc, encore une fois, merci à tout le monde d'avoir été présent et présente et bonne fin de journée à tout le monde.